Bonjour à tous, amis voyageurs, soyez les bienvenus. Je suis très heureux de vous accueillir ce matin pour un nouveau voyage virtuel à Florence, au cœur de la Renaissance italienne, en compagnie de Marie-Pascale Jacot. Vous êtes plus de 160 à nous suivre ce matin et plus de 2700 à nous suivre depuis maintenant 4 semaines. C'est pour moi l'occasion de vous remercier très chaleureusement pour votre participation, votre présence ce matin et vos inscriptions régulières. Ce matin, nous partons à Florence en compagnie de Marie-Pascale Jacot, qui est guide conférencière depuis plus de 30 ans maintenant. Elle est passionnée par son métier. Elle est diplômée de l'École du Louvre. Elle accompagne divers types de publics dans des monuments historiques, des musées, en France, comme à Provins, à Compiègne, mais aussi à Paris, et également à l'étranger, cette année avec Ictus Voyage, notamment en Italie et au Cambodge. Marie-Pascale Jacot est allée plus d'une quinzaine de fois à Florence pour accompagner des groupes. Elle connaît parfaitement cette ville et je suis sûr qu'elle saura vous en conter ses merveilles. Je suis heureux de l'accueillir ce matin. Avant de lui laisser la parole, je souhaiterais simplement vous dire qu'au terme des 45 premières minutes de voyage virtuel, nous pourrons poser des questions si vous le souhaitez, à l'aide d'un petit module qui s'appelle Q&R, qui se situe au bas de votre écran. Et vous pourrez pendant une quinzaine de minutes poser des questions à Marie-Pascale Jacot. N'hésitez pas à commencer si vous le souhaitez pendant le voyage virtuel, comme ça nous aurons des questions pour démarrer tout de suite. Sans plus tarder, je laisse la parole à Marie-Pascale Jacot. Vous m'entendez? Oui, bonjour Vianney. Eh bien, je vous laisse la parole, je vous souhaite la bienvenue et je vous souhaite à tous un très bon voyage virtuel. À tout à l'heure. Merci beaucoup. Bonjour à tous et bienvenue pour cette visite virtuelle à Florence. Vous connaissez sans doute Florence, vous connaissez cette ville qui est vraiment une ville magnifique et qui va être un petit miracle, un petit joyau artistique, puisqu'il va y avoir à la fois les artistes, mais aussi les mécènes qui vont encourager ces artistes à développer la ville. Et donc, cette ville est située au cœur de la Toscane. Vous allez pouvoir voir sur la carte, au cœur de l'Italie, près de Pise et de Sienne, qui vont être pendant longtemps les rivales de cette cité. Et en fait, Florence n'est pas un État, c'est une cité et qui s'est développée par ses activités de commerce. Et donc, les Florentins, particulièrement, vont être actifs sur les foires d'Europe au Moyen-Âge. Et ils vont surtout développer des activités de banque. Ce seront d'ailleurs les banquiers des grands de ce monde. Et puis, ils vont aussi faire du commerce de soie, d'épices, de draps, et créant une richesse importante au Moyen-Âge et donc développant la Renaissance. Donc, c'est une république aussi qui va s'instaurer sur ces commerçants qui vont prendre le pouvoir. Donc, on n'est pas avec une aristocratie, mais plutôt avec des grands bourgeois qui vont s'installer et qui vont développer la ville, et particulièrement les Médicis, qui pendant plus de 2 siècles vont gérer la ville, au début en étant, je dirais, un peu en sous-main. Ils vont gérer la mairie, et puis par la suite, ils vont même être élevés au rang de grand-duc de Toscane au XVIe siècle. Donc la ville va compter 100 000 habitants environ, et sur cette vue, vous pouvez voir donc, le Duomo, ce complexe très important, et une partie de la ville. Alors, en s'approchant du Duomo, vous allez voir qu'en fait, vous avez 3 entités qui sont bien séparées. On retrouve la même chose à Pise, à Arezzo et dans d'autres villes de Toscane, où on a la cathédrale d'un côté, le campanile, le beffroi, et à gauche, à l'extrême, vous avez le baptistère. Donc c'est un ensemble gigantesque, c'est une des plus grandes églises du monde. Pour vous donner une échelle, vous avez 153 mètres de long juste pour la cathédrale. Si on prend Notre-Dame de Paris, c'est beaucoup plus modeste, 130 mètres de long, ce qui est déjà colossal, mais on s'aperçoit que dans cette ville, tout va prendre une ampleur énorme, parce qu'il y avait une sorte de rivalité entre ces cités toscanes, et la puissance, l'importance se manifestait bien sûr dans la pierre. Donc le Duomo va être commencé à la fin du XIIIe siècle par Arnolfo di Cambio, et les travaux vont durer 125 ans. Ce qu'il y a, c'est que forcément, les projets vont évoluer au fur et à mesure des concepteurs qui vont prendre la tête du chantier, et au lieu de diminuer, au contraire, les travaux vont s'amplifier, à tel point qu'à la fin du XIVe siècle, on va se retrouver avec une église énorme, dans les proportions donc des 153 mètres, avec un trou béant au niveau de la coupole, et en 1380, fin XIVe siècle, eh bien, on va être même incapable
de créer une couverture au-dessus de ce trou béant. Donc imaginez, pendant 40 ans, le tambour va attendre une coupole éventuelle. Personne n'est capable de la fournir. Alors en s'approchant, vous allez voir que cette coupole, eh bien, elle est énorme. Là, les proportions sont un peu tassées, mais elle culmine à 106 mètres de hauteur quand on inclut la lanterne tout en haut. Et c'est Brunelleschi, en 1420, donc début du XVe siècle. Ça marque le point de départ de la Renaissance. Et l'architecte et ingénieur Brunelleschi va trouver la solution pour couvrir ce dôme. Et en fait, son idée, c'est de s'inspirer du Panthéon de Rome et de mettre 8 équipes à chaque angle, puisqu'en fait, c'est une coupole octogonale. Et les équipes vont donc travailler ensemble pour monter anneau après anneau cette voûte qui va se faire de manière se rétrécissant, en fait, décroissante, plus on va avancer. Et donc, il va trouver la solution pour jucher une coupole qui prend sa base à 50 mètres de hauteur et qui va donc se terminer à 90 juste quand on parle du dôme. Et pour ce faire, il utilise 2 coupoles, celle qu'on voit extérieurement et maintenant à l'intérieur. Eh bien, vous allez voir qu'on a un édifice extrêmement vaste avec très peu de soutien, très peu de supports intérieurs qui sont là pour maintenir et qui donnent cette sensation d'un espace très vaste. Donc vous avez en fait un style ogival qui va être maintenu. On retrouve les croisées d'ogives et puis surtout les arcs brisés, mais on voit surtout cette hauteur, cet espace vaste qui semble presque dépouillé, presque sobre, avec juste le jeu de la matière qui est blanche et grise et qui est caractéristique finalement de ce qui va se passer à la Renaissance. Alors le sol est recouvert de marbre, tout comme à l'extérieur. Je ne sais pas si vous avez fait attention, mais vous aviez des marbres polychromes qui faisaient le revêtement total de l'édifice. Et c'est dans cette église que va être assassiné Julien le Magnifique, le frère de Laurent. Laurent ne sera que blessé lors de ce complot. Alors, la ville de Florence va s'étendre en prenant bien sûr le dessus sur les villes voisines, ennemies dans un premier temps, qui ensuite vont être soumises au pouvoir des Florentins, et par le biais d'actions guerrières, et notamment de condottières. Et d'ailleurs, dans la cathédrale, si on peut revenir au condottières, Vianney, encore en arrière, voilà, merci. Eh bien, dans la cathédrale, vous avez 2 condottières qui vont être mis en valeur par des fresques monumentales pour les honorer. Donc, au lieu d'un monument funéraire en marbre qui serait trop coûteux, les Florentins ont choisi la fresque. Et vous remarquez, d'un côté, on a Nicolas da Tolentino, donc italien, et de l'autre, John Hawkwood, qui était un condottière anglais, qui va se mettre au service des Florentins et qui va donc leur permettre de remporter des grandes victoires. C'est pour ça qu'ils sont honorés. Ces monuments sont intéressants parce qu'en fait, on remarque aussi l'approche nouvelle de la volonté de créer la perspective illusionniste. Et si vous regardez bien, les chevaux semblent réels, de même que les condottières, et les socles sont aussi en perspective. Donc, ils sont héroïsés. Et par la suite, quand on ressort de la cathédrale, on s'aperçoit que l'ensemble crée une unité. Donc, si on peut aller à la suivante, vous allez voir notamment le campanile à droite et alors le campanile, voilà, merci. Et donc le campanile en marbre a été dessiné par Giotto, qui est plus connu comme peintre, mais qui va aussi travailler comme architecte pour ce complexe. Donc il a une structure plutôt classique, le marbre donne cette sensation, et en même temps c'est très gothique. Si vous regardez les ouvertures, qui vont donner un effet d'allègement, on a des baies jumelles, puis triple à la partie haute, et on sent bien une maîtrise totale des matériaux. Et à gauche, séparé, eh bien, on a le baptistère. Ce baptistère a été conçu dans un esprit roman, entre le XIe et le XIIIe siècle. Il est consacré au saint patron de Florence, qui est Saint Jean. Et d'ailleurs, Dante parlait de ce baptistère comme le beau Saint Jean. Il en parle beaucoup dans ses poèmes, et on sent un attachement profond des Florentins pour cet édifice. Il est aussi octogonal. Donc 8, c'est un chiffre symbolique qui rappelle la résurrection. Et vous voyez que le marbre va recouvrir entièrement l'édifice et on a surtout un jeu des motifs géométriques très simples
qu'ils soient des verticales ou des arcs de cercle, et qui donnent cette simplicité, mais en même temps, on sent que tout est calculé. Alors, pour pénétrer dans le baptistère, les portes, bien sûr, ont été commandées, et notamment, vous avez ici la porte du paradis, qui a fait l'objet d'un concours au début du XVe siècle, et c'est le sculpteur Ghiberti qui va remporter ce concours. Et en fait, pourquoi est-ce qu'on l'appelle la porte du paradis? Tout simplement parce qu'elle est aussi belle, on a l'impression que c'est elle qui va permettre de pénétrer dans le paradis, et elle aussi est l'un des points de départ de la Renaissance, mais en sculpture. Elle est en bronze doré, et elle a nécessité plus de 25 ans de travail. Elle représente des bas-reliefs de l'Ancien Testament, et sur la prochaine, vous allez voir notamment un agrandissement de l'une de ces scènes qui rappelle la rencontre de la reine de Saba et de Salomon. Et au-delà du thème religieux, regardez la mise en scène. Vous avez en fait l'arrivée de la perspective sur un bas-relief de très faible épaisseur. Vous avez une foule de personnages en haut relief au premier plan, qui va donner cette sensation d'un lieu qui existe vraiment. Et plus on va vers le fond, moins les personnages vont ressortir, et en même temps, ils sont très nombreux. Et tout au fond, c'est juste graphique. Alors, la scène se situe dans un cadre un peu mythique et un peu fantasmé, mais vous avez le rappel du classicisme avec les colonnes ou les pilastres qui supportent cet édifice, et puis les croisées d'ogives. Donc, on mélange classicisme et au style médiéval pour créer un effet de profondeur. Ça, c'est tout à fait nouveau, et c'est une prouesse technique que de montrer autant d'éléments. Alors, pénétrons maintenant dans le baptistère, et à l'intérieur, eh bien, vous allez voir que l'espace est très ample. C'est difficile de prendre une image pour avoir l'ensemble de l'édifice, mais tout est recouvert de marbre, où là aussi, on retrouve l'influence de l'antique avec les colonnes et les pilastres, et puis en même temps, l'élément roman, l'arcade de marbre avec ses baies jumelles. Alors, quand on prend un peu de hauteur, regardez le sol lui-même, on dirait un tapis d'Orient, et en fait, c'est réalisé en pierre et en marbre pour jouer des motifs géométriques qui vont se répéter et qui vont créer une sorte d'horreur du vide. Le décor est partout, on ne sait presque plus où poser les yeux. Et pourtant, c'est bien le baptistère. C'est là que le baptême était proposé aux catéchumènes avant de pouvoir rentrer dans la cathédrale, ce qui explique sa séparation physique de l'édifice lui-même. Alors, quand on lève la tête, maintenant, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, une myriade de mosaïques dorées racontant la Bible, tout simplement, de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament et même jusqu'au Jugement dernier. Et en fait, ça a été réalisé pendant plus de 100 ans par des artistes qui venaient spécialement de Venise, qui étaient des spécialistes. Si vous vous rappelez de la basilique Saint-Marc, on voit bien qu'il y avait déjà des antécédents. Et donc, vous en avez tout autour de cette coupole qui vont raconter de manière imagée les événements bibliques. Donc, c'est une réalisation étonnante et qui va être utilisée par la suite dans d'autres édifices. Maintenant, ressortons du baptistère, et avec une vue un petit peu en hauteur, vous allez voir Florence. Donc, on voit tout en bas de votre écran le complexe de la cathédrale et du baptistère. Et je vous propose de vous emmener justement dans ces rues florentines qui ont gardé leur saveur Renaissance ou médiévale. Et puis ensuite, nous franchirons le Ponte Vecchio. Vous voyez l'Arno en fait qui va traverser Florence d'est en ouest, et pour passer de l'autre côté, du côté du Palais Pitti, du Jardin Boboli, et nous irons comme ça à la découverte de cette ville étonnante. Vous remarquez quand même au passage un quadrillage assez rigoureux, puisque la ville s'est développée à partir d'une ancienne ville romaine, une ancienne ville de garnison, et qui a gardé finalement la forme angulaire, géométrique de son urbanisme. Alors, dans la rue Calzaioli, vous allez voir que l'artère est extrêmement large. Elle permet de rejoindre le Duomo au palais de la Seigneurie, c'est-à-dire à la mairie. Donc, les rues étaient pavées déjà à la Renaissance, les maisons assez amples, parce que surtout, vous aviez des commerçants, donc des boutiques au rez-de-chaussée. Alors, ce que je vous montre ici à l'écran, eh bien, c'est l'église Orsan Michele,
qui va être une église dans un premier temps, au rez-de-chaussée, et par la suite, elle va être rehaussée pour être transformée en loge à grains. C'est là qu'on mettait les réserves en cas de famine ou en cas de problème. Et bien, on avait un stock de céréales. Alors, cette église Orsan Michele, à l'extérieur, eh bien, elle va être entièrement décorée de statues des corporations, des saints patrons des différents métiers. Et ça, c'est une particularité de Florence, c'est que la ville s'est développée par le commerce, et donc ce sont ces commerçants, ces grands bourgeois, qui vont prendre en main le destin de la ville et qui vont donc en corporation diriger complètement la commune. Or, chaque corporation, et notamment les grands arts majeurs, qui sont ceux qui vont travailler dans le drap, dans la laine, la soie, le change, ou même les médecins et les apothicaires, eh bien, vont avoir le devoir d'y mettre une statue de leur saint patron dans les niches que vous avez au rez-de-chaussée. Et par exemple, vous avez une niche sur la suivante où vous allez voir Saint Georges qui a été sculpté par Donatello. Donc là aussi, c'est l'un des grands noms du démarrage de la Renaissance. On a vu Brunelleschi, Ghiberti et maintenant voici Donatello, qui va représenter le saint patron des serruriers, des maîtres d'armes plus exactement. Et en fait, il y a une nouveauté qui va émaner dans ces sculptures, c'est une certaine fierté. Regardez comme ce Saint Georges, qui est avec son bouclier, on a l'impression qu'il est en train de penser. Il a une certaine autorité, on sent une fermeté morale, et donc il incarne des sentiments. Et ça va être la grande nouveauté de la sculpture de la Renaissance, c'est d'avoir une enveloppe parfaitement réelle et qui corresponde à la réalité, donc un rendu en 3 dimensions parfait, mais en même temps, une intériorisation des sentiments. Alors, si on poursuit un petit peu notre voyage et notre découverte de la ville, eh bien, on va très vite arriver devant cette loge qui est une loggia pour le nouveau marché et qui a été construite sous forme de halle complètement ouverte, mais qui permettait de protéger les commerçants à l'intérieur. Et à l'intérieur, on avait surtout des orfèvres qui pouvaient vendre leurs lingots d'or, leurs soieries ou les objets précieux à couvert, protégés des intempéries. Alors, au centre, qu'on ne peut pas voir, vous avez en fait une dalle de marbre qui est ronde et qui représente l'endroit où étaient mis au pilori, en quelque sorte, les débiteurs et les gens qui ne pouvaient pas payer, donc les gens insolvables. Et donc cette dalle marquait l'endroit où ils étaient enchaînés. C'était la pierre du scandale. Et juste derrière la halle, ben vous allez voir une petite fontaine sur la suivante, où on voit ce porcelino, ce sanglier. C'est une fontaine qui a existé depuis toujours, mais qui a été ornée de ce sanglier au XVIIe siècle. Et en fait, la coutume veut qu'en plaçant une pièce dans le groin de ce sanglier, eh bien, ça soit un gage de bonheur, un gage de chance, et que vous reveniez à Florence. Vous remarquez d'ailleurs que le groin a été frotté et que les gens continuent à faire ce geste-là. Et puis, en reprenant notre chemin, nous arrivons place de la Seigneurie. Donc, vous avez le dôme au fond, au fond du paysage. Et cette place est de forme irrégulière, mais la photo est prise à partir du Palazzo Vecchio, qui est le siège de la mairie, de là où vont être prises toutes les grandes décisions. Alors, on voit que c'est une place qui est bordée de palais, de différentes hauteurs, différentes tailles, différents styles, mais c'est finalement le cœur politique de Florence. C'est là que les décisions importantes sont exposées aux Florentins. C'est là aussi qu'ils vont pouvoir s'exprimer, voter. Alors, ça sera aussi le lieu des réunions un peu plus guerrières. Il y a eu des émeutes et des révoltes. Et je ne sais pas si vous vous souvenez de Savonarola, eh bien, il va aussi être supplicié sur cette place-là. Alors, le Palazzo Vecchio, vous l'avez devant vous, c'est cette grande bâtisse qui ressemble un peu à une forteresse. Les ouvertures sont assez peu nombreuses. On a un beffroi qui va dominer et surtout ce chemin de ronde et ces machicoulis qui montrent bien l'objectif de défendre au maximum ce palais de la Seigneurie. Alors, qui siégeait dans ce palais? Eh bien, c'était les fameux prieurs, c'est-à-dire les représentants des arts majeurs qui, pour 2 mois,
vivaient et séjournaient complètement enfermés ensemble dans le palais de la seigneurie. Ils étaient à peu près 200 à vivre pour 2 mois, puisque c'était leur mandat, ils étaient élus. Et donc vous imaginez que tous les 2 mois, les élections avaient lieu de manière ouverte sur la place de la seigneurie pour choisir les fameux prieurs. Ce qui sous-entend des complots tous les 2 mois pour essayer de faire partie de ces grands décisionnaires. Alors le Palazzo Vecchio, juste à l'entrée du palais, eh bien, vous allez voir le David de Michel-Ange. Ce David, il est à votre gauche, hein, in situ, c'est une copie, aujourd'hui c'est un moulage, et l'original en fait a été placé à l'abri à la galerie de l'Académie. Mais pourquoi est-ce qu'il est là? Alors David, vous savez, ben, c'est ce petit homme, hein, qui avait juste une fronde et qui avait été choisi pour défendre les Israéliens contre Goliath, le géant. Alors généralement, quand on représente David, il est vainqueur et il a coupé la tête du géant. Ici, pas du tout. Michel-Ange va choisir un moment qui précède. Il a la fronde sur l'épaule et on sent qu'il est en train de scruter, d'observer Goliath, et il est juste avant l'action. Et regardez la qualité exceptionnelle de ce marbre, alors qu'il fait quand même plus de 4 mètres de haut, hein, ce qui est quand même une tâche colossale à sculpter. Et on a l'impression que Michel-Ange maîtrise parfaitement l'anatomie, la présence des veines. Regardez sur la main, on voit les parties osseuses, les parties de muscles ou de veines. Il y a une souplesse dans le traitement et il incarne ce David, ce petit David, ce petit homme. Il incarne en fait la petite ville de Florence qui est consciente de sa puissance. Il incarne en fait la République. C'est pour ça qu'il a été placé au pied du palais de la Seigneurie. Alors à l'intérieur du palais, on va avoir, comme dans tout palais, une cour, une sorte de cortilet qui permettait d'aérer bien sûr l'édifice, mais surtout de l'éclairer de l'intérieur. Alors le décor là est un décor plutôt de style maniériste, hein, ça a été réalisé plus tard, mais on a toujours ce même schéma, un palais qui ressemble à une forteresse extérieurement, et à l'intérieur, un décor et une lumière beaucoup plus abondante. Et à l'intérieur, vous avez la fameuse salle des 500, qui était la salle où les prieurs, les fameux 200, se retrouvaient et prenaient leurs décisions de manière collégiale. Les décors aujourd'hui sont de Vasari, mais sachez que Léonard de Vinci et Michel-Ange avaient fait un projet chacun pour un des murs, donc l'un à gauche, l'autre à droite, en même temps, mais malheureusement ces projets ne sont pas allés au bout et ça a été recouvert de ces peintures. Ce qui est caractéristique en Italie, c'est le plafond. Vous avez vu ce plafond à caisson, c'est une des spécialités italiennes et qui montre bien la maîtrise pour créer des espaces de grande ampleur. Alors dans le palais, eh bien, vous avez aussi des tout petits endroits, comme le studiolo de François Ier de Médicis. Donc au moment où les Médicis au XVIe siècle vont être élevés au rang de grand-duc, ils vont habiter dans le Palazzo Vecchio, puisqu'en fait ils vont prendre le pouvoir de manière directe, hein, et ils vont habiter au Palazzo. Et c'est François Ier de Médicis qui aimait beaucoup l'alchimie, qui va créer ce sorte de petit musée personnel. Il va le faire décorer de marqueterie, de peinture, et derrière chacun de ces tableaux, en fait, vous avez une armoire. Sauf derrière l'une d'elles, vous avez même un petit escalier qui permet d'accéder à une salle secrète, et on dit que c'est là que François Ier cachait ses sacs d'or et son trésor personnel. Alors, à l'extérieur, hein, si on retourne place de la Seigneurie, eh bien, vous allez voir la loggia des lansquenets, c'est-à-dire du corps de garde qui était en charge de la protection des prieurs. Et cette loggia accueillait déjà à l'époque des statues. Alors, on en voit quelques-unes, hein, notamment le Persée, qui est en train de présenter la tête de Gorgone. Mais en fait, c'est très intéressant pour bien comprendre que finalement, tous les Florentins étaient en permanence au contact de l'art, puisque devant chaque place, chaque palais, vous aviez des statues qui étaient présentes, qui ornaient la ville, et donc ils étaient en contact permanent avec l'art moderne. Bien sûr, art moderne, c'est celui de la Renaissance. D'ailleurs, on disait que les Italiens avaient bon œil, mais mauvaise langue.
Reprenons notre périple et allons tout près à la Galerie des Offices. Alors cette Galerie des Offices, c'est une sorte de rue, de cour, bordée de deux grandes galeries qui étaient destinées à accueillir normalement les bureaux pour les tribunaux, pour les différentes corporations, pour les impôts. Et par la suite, ça a été transformé donc en musée. Vous voyez que ce nom d'office est lié bien sûr à cette sorte de building administratif qui avait été voulu par le grand-duc de Toscane comme premier, qui est le commanditaire de ces offices. Aujourd'hui, c'est le musée que vous connaissez bien. Alors, je vous ai fait une sorte de petit pot pourri de mélange des différentes œuvres que vous pouvez voir aux offices, que vous allez voir sur la prochaine image. Et vous retrouvez, alors bien sûr, Giotto, vous retrouvez Botticelli, la naissance de Vénus, Caravage, vous y retrouvez Michel-Ange, bien sûr. Et donc, on a une richesse d'œuvres incomparable et la visite est vraiment savoureuse de pouvoir pénétrer à l'intérieur de ce musée. Alors, l'attente pour rentrer aux offices est très longue, mais si jamais vous allez à Florence, n'hésitez pas à réserver votre billet à l'avance, ça vous évitera de faire la queue. Alors, la visite peut nécessiter jusqu'à 3 heures de visite, mais attardez-vous sur certains tableaux, et en particulier sur ce tableau de Botticelli qui représente l'adoration des mages. Donc, c'est un sujet, bien sûr, plutôt classique, qui a souvent été traité, mais ici, Botticelli va mettre la Vierge et l'enfant au centre de la toile, en hauteur, dans cet édifice qui semble en ruine et qui rappelle, bien sûr, les tables de Bethléem. Mais ce qui est encore plus intéressant, ce sont tous les personnages qui sont présents, qui sont censés être bien sûr les mages en premier lieu, plus tous ceux à qui l'annonce a été faite, mais en fait ce sont les portraits des contemporains. Et par exemple, celui qui baise tendrement les pieds de Jésus, c'est comme l'ancien de Médicis, le tout premier qui va prendre le pouvoir au début du XVe siècle et qui va être à l'origine de l'installation des Médicis à Florence. Son fils, Pierre le Goutteux, qui va lui succéder, c'est celui que vous avez en mage en rouge, agenouillé au premier plan, qui est en train d'ailleurs de parler à l'un de ses frères, qui est un autre mage. Alors, les fils de Pierre le Goutteux, ce sont les fameux magnifiques. Vous avez Laurent le magnifique à l'extrême gauche, très fier, qui bombe le torse juste à côté de son cheval, discutant avec deux académiciens, Pic de la Mirandole notamment, et Marcille Ficin. Et de l'autre côté, le frère de Laurent, c'est celui qui est debout en noir à droite, qui est un peu ténébreux. Et en fait, il vient de perdre sa bien-aimée qui était Simonetta, et Botticelli le représente justement dans la tristesse, dans la douleur. Un autre très intéressant, c'est Botticelli lui-même, qui s'est représenté à l'extrême droite, et c'est le seul personnage d'ailleurs qui nous regarde. Donc on s'aperçoit que ce genre de tableau permet de comprendre effectivement que même si le tableau n'a pas été commandé par un membre de la famille Médicis, il a été commandé par un grand commerçant, ce commerçant, qui était au service des Médicis, par ce biais, va essayer de les mettre en valeur, et lui aussi, c'est une manière de plaire à la famille, et donc de bien se situer vis-à-vis d'eux. Alors ressortons maintenant, après cette bonne visite des offices, en faisant une petite pause gelato. Je pense que c'est nécessaire, il faut reposer nos esprits, et on repart, et notamment on va reprendre notre promenade en empruntant le corridor de Vasari. Ce corridor, en fait, c'est un couloir d'1 kilomètre de long qui relie plus exactement la seigneurie, donc le Palazzo Vecchio, du Palais Pitti, de l'autre côté de l'Arno. Il avait été commandé par le grand-duc Côme Ier de Toscane au début du XVIe siècle pour lui permettre de rejoindre sa nouvelle habitation qui était au Palais Pitti et le Palais de la Seigneurie, le lieu de gouvernement, mais de manière protégée. Par ce couloir, passant au-dessus des maisons, il était comme ça protégé sans avoir besoin d'une escorte et pouvait relier une rive à l'autre sans danger. Alors il passe au-dessus du Ponte Vecchio que vous avez devant les yeux, et donc sur la prochaine, vous allez voir que le Ponte Vecchio, c'est un pont habité. C'est un pont à encorbellement, donc les maisons sont construites pour déborder du pont et permettre de loger des boutiques au rez-de-chaussée et aussi les propriétaires de ces différentes boutiques aux étages.
Alors, à l'intérieur, regardez la rue, hein, qui est donc bordée de ces magasins. Vous en aviez plus d'une quarantaine de ces échoppes. Et dans un premier temps, ces échoppes étaient surtout destinées aux poissonniers et aux bouchers, leur permettant de pouvoir nettoyer facilement leurs étalages avec de l'eau, et cette eau ensuite s'écoulait tout simplement dans l'Arno. Ce qu'il y a, c'est que le grand-duc de Toscane, quand il va mettre son corridor que vous voyez au-dessus à droite, eh bien, les odeurs vont un peu déranger son nez fragile, et le successeur de Côme Ier, François Ier, va décider de remplacer les bouchers et les poissonniers par d'autres métiers, et notamment par des échoppes d'orfèvres qui vont vendre de l'or et de l'argent. Et comme vous savez que l'argent n'a pas d'odeur, eh bien ça empêchait, ça permettait au grand-duc de passer sans odeur désagréable. Alors, en prolongeant le couloir de Vasari, donc là on le voit sur le Ponte Vecchio, et si vous regardez sur la gauche, le couloir fait une sorte de coude parce qu'il arrive dans la tour qui appartenait à la famille des Manelli, et les Manelli ont refusé que le couloir passe chez eux. Donc le couloir va faire un décrochement, et puis ensuite passera devant l'église de Santa Felicita. Alors sur la précédente, on voit le couloir qui passe juste devant l'église, et puis ensuite va se poursuivre sur la droite pour aller jusqu'au Palais Pitti. Mais dans l'église, regardez ce qui va se passer, c'est que le grand-duc de Toscane va demander l'ouverture de ce couloir sur l'église, lui permettant d'assister à la messe au passage, tout simplement en restant en hauteur dans cette église. De la tribune, il assiste aux offices. Alors reprenons toujours ce couloir pour arriver au Palais Pitti. Donc c'est l'énorme bâtisse que vous avez en bas de votre écran. Le palais fait plus de 200 mètres de long. Donc c'est là que le grand-duc de Toscane, après avoir habité temporairement au Palazzo Vecchio, les grands-ducs de Toscane vont habiter dans ce Palais Pitti, énorme construction, énorme forteresse qui aujourd'hui est le lieu de 6 musées. Et puis tout autour, vous voyez les jardins Boboli. Alors, ce qui est peut-être plus intéressant, c'est la cour intérieure de ce Palais Pitti que vous allez voir. Et cette cour donne un effet complètement théâtral. C'est-à-dire que vous avez une sorte de cour intérieure qui s'ouvre sur un amphithéâtre et qui va permettre de mettre en valeur ce jardin à l'italienne. Alors, la caractéristique du Palais Pitti, c'est le bossage. Vous voyez ces pierres qui ressortent énormément et qui vont d'ailleurs être à l'origine du Palais du Luxembourg à Paris. N'oubliez pas que Marie de Médicis a vécu dans sa jeunesse ici au Palais Pitti, et donc une fois en France, eh bien, elle va finalement importer le style italien en France, et c'est ça qui donnera ce côté italianisant au Sénat actuel en France. Donc le Palais Pitti est entouré d'un jardin. Vous allez trouver tout à fait dans l'esprit à l'italienne une variété de petits espaces, donc amphithéâtres, des fontaines, des bosquets avec différents types de végétation, des cyprès par exemple pour donner de la hauteur, des petites îles, une terrasse et des coins discrets, et notamment avec une grotte. Alors la grotte, il faut la chercher, c'est vrai, mais elle se laisse découvrir en arpentant le jardin, mais vous allez la découvrir, et à l'intérieur, tout est reconstitué pour vous donner l'impression d'une grotte naturelle, alors que rien ne l'est. Tout est artificiel. Vous avez ces concrétions calcaires où émerge un berger qui est en train de garder des moutons. Regardez bien sur la gauche. N'oubliez pas qu'auparavant, vous aviez aussi de l'eau. Donc, on avait des effets de petits jets qui faisaient perler de l'eau, créant un effet de mousse et qui donnait cette sensation d'une grotte mystérieuse. Mais au XVIe siècle, on va installer aussi les esclaves de Michel-Ange. Vous en avez un dans l'angle, et regardez, je vous les ai montrés ici, puisque dans la grotte aujourd'hui, ce sont des moulages, et les originaux sont à la galerie de l'Académie. Ils ont été sculptés par Michel-Ange pour être au départ des statues qui devaient orner le tombeau de Jules II. Ce qu'il y a, c'est que faute de moyens, le projet va être réduit et ces esclaves ne seront pas employés dans la tombe de Jules II, le pape à Rome, mais vont être installés ici dans la grotte. Donc vous avez des esclaves
absolument époustouflants, parce qu'ils sont à la fois sculptés, polis pour certaines parties, et d'autres sont au contraire restés complètement bruts dans leur gangue de pierre. Et en fait, ils incarnent l'effort de l'homme dans son corps pour essayer d'accéder à la pensée, d'accéder à la réflexion, comme si la matière devait permettre à l'esprit de pouvoir sortir, et c'est cette lutte qu'incarne Michel-Ange. C'est époustouflant de puissance et d'effet de suggestion. Alors, reprenons notre périple, et cette fois-ci, on revient dans le centre historique, nous refranchissons l'Arno pour aller du côté de Sainte-Marie-Nouvelle, Santa Maria Novella, qui est l'église des Dominicains. Donc c'est une église extrêmement vaste, qui est une église gothique, construite au XIVe siècle, mais qui va recevoir au XVe siècle une façade typiquement Renaissance par le grand Alberti. Et Alberti va marquer ici, vous voyez, son influence au baptistère, mais en même temps, tout est calculé par rapport au carré, par rapport au cercle, et tout est mesuré pour être logique, symétrique, dans un effet qui donne une rigueur qui incarne complètement l'esprit de la Renaissance et l'esprit de l'humanisme. Alors, à la partie basse de cette façade, vous voyez les petites ouvertures. Alors, c'est un peu coupé, c'est dommage, mais en fait, ce sont des tombeaux, et donc les grandes familles pouvaient aussi avoir leur chapelle funéraire ici, tout autour de l'édifice. À l'intérieur, vous allez vous retrouver avec une énorme nef très vaste, plus de 100 mètres de long, et en même temps dépouillée. Alors c'est un petit peu plus chaleureux que le Duomo, l'intérieur du Duomo, parce que vous avez ce jeu de la pierre noire et blanche qui font d'ailleurs un peu écho à Sienne. Et c'est en fait les seuls éléments décoratifs. On retrouve la voûte d'ogive et surtout de grands espaces dépouillés. En s'approchant vers le chœur, eh bien, on s'aperçoit que se retrouve le crucifix de Giotto, alors qu'il a été replacé récemment, il a été restauré et remis à sa place d'origine. Et Giotto, vous vous souvenez, je vous en ai parlé pour le Campanile, c'est lui aussi qui va réaliser ce magnifique crucifix. Nous sommes au XIVe siècle, mais déjà Giotto avait senti que le classicisme était important et permettait de renouveler la peinture. Et par exemple, à partir du nombril du Christ, on pourrait tracer un cercle qui passe par les pieds et les mains du Christ. Et en fait, Giotto va mettre en place déjà ce que Vitruve, le théoricien romain du 1er siècle avant notre ère, avait trouvé, c'est qu'on avait des rapports de proportions géométriques. Et si vous avez vu l'exposition sur Léonard de Vinci, bien Léonard, bien sûr, en faisant l'homme de Vitruve, va reprendre aussi cette idée-là. Alors, à l'intérieur, vous allez aussi découvrir une œuvre magnifique, c'est la Trinité de Masaccio. C'est aussi le point de départ de la Renaissance. C'est une fresque. Donc l'Italie va pouvoir avoir des décors de fresques très nombreux, puisque le climat est sec, et donc la conservation se fait dans de bonnes conditions. Et ici, Masaccio va représenter la Trinité. Vous voyez Dieu le Père, qui est en train de présenter son Fils sur la croix, et entre les deux, vous avez une sorte de tache blanche qui ferait presque un foulard à Dieu le Père. C'est en fait la colombe de l'Esprit Saint. Et ce qui est encore plus remarquable, c'est la sensation qu'on se trouve dans un édifice qui serait voûté avec ses caissons, mais qui existe réellement, comme si la scène était en profondeur, en perspective, et ça va marquer, tout comme la coupole de Brunelleschi ou la porte du paradis de Ghiberti ou même le Saint-Georges de Donatello, eh bien ça marque le point de départ d'un renouvellement de l'art en allant vers plus de réalité, plus de perspective et de réalisme. Alors, à l'extérieur, juste à côté, eh bien, vous avez tout le complexe conventuel de ces dominicains, et notamment ici le cloître vert, qui est entièrement recouvert de fresques. Et ce qui est amusant, c'est de voir que se répète ce noir et ce blanc au niveau des voûtes qu'on avait aussi déjà dans l'église elle-même. Donc ce grand cloître permettait d'accueillir les hôtes de marque, donc c'était une sorte d'hospice, aussi bien pour les hôtes des dominicains que pour les grandes personnalités qui venaient séjourner à Florence et qui étaient accueillies dans ce lieu-là.
Et dans une petite chapelle, vous verrez la chapelle des Espagnols, qui est l'ancienne salle du chapitre, et qui est recouverte, elle aussi, entièrement de fresques, qui ont été réalisées au XIVe siècle, et qui racontent l'action des dominicains dans le monde. Et en fait, le monde, c'est Florence. Regardez la cathédrale qui est représentée. Les dominicains sont en noir et blanc, et on s'aperçoit qu'en fait, ils sont extrêmement présents. Ils vont œuvrer par leur prêche, par leur action dans le monde, pour permettre au peuple d'accéder au salut. Et donc, le salut se trouve bien sûr à la partie supérieure, où vous avez Jésus dans cette mandorle qui accueille les âmes au paradis. Donc des fresques, vous en avez vraiment partout, et on est toujours séduit à Florence par cette fraîcheur des fresques qui ont gardé la qualité de couleur, une certaine vivacité, et qui donne envie de regarder un peu partout, parce que vous avez tous les monuments qui sont recouverts de cette peinture. Alors, en ressortant, une petite pause, je pense, aussi est nécessaire. Cette fois-ci, c'est un peu plus consistant, un peu de prosciutto et de charcuterie, et on repart dans notre périple. Et je vous propose de passer devant le palais d'Avanzati. C'était une grande famille de marchands fortunés. Et vous voyez qu'on a un palais qui est relativement modeste. Il est à mi-chemin entre la tour et le palais seigneurial. Au rez-de-chaussée, c'est là qu'étaient vendues les différentes denrées. Donc, c'était des boutiques très publiques, ces lieux-là. Et alors qu'aux étages, eh bien, vous avez l'étage noble avec les pièces de réception et les parties supérieures qui étaient les parties privées. Tout en haut, vous avez une loggia qui permettait en fait d'accueillir les cuisines. Les odeurs comme ça s'échappaient plus facilement, et puis aussi de se faire sécher le linge. Alors, ces palais, on les retrouve sur les fresques dont je vous parlais tout à l'heure. Et ici, notamment, vous avez un miracle de Saint-Pierre qui est en train de ressusciter une femme. Mais ce qui m'intéresse encore plus, c'est le décor de l'arrière-plan. Si vous regardez, eh bien, vous avez le même type de palais que celui que je vous ai présenté, le palais d'Avanzati, avec notamment des perches de bois qui vont être en travers de la fenêtre. Vianney, si on peut remettre la précédente, voilà, vous voyez les perches de bois devant les fenêtres, et on peut s'interroger de leur rôle. Eh bien, quand on regarde la fresque de Masaccio, on a la réponse. Regardez bien, sur la suite, voilà, vous allez voir, alors il faut avoir des bons yeux, il faut s'approcher, mais vous allez voir qu'il y a du linge qui sèche, vous avez des bannières aussi qui peuvent être tendues aux armes de la famille propriétaire, et puis vous avez des cages à oiseaux, donc on pendait ces cages, et finalement c'était à l'air libre que tout se déployait. Alors l'intérieur du palais d'Avanzati est aussi intéressant parce qu'on a reconstitué et on a conservé le décor d'origine. Donc aujourd'hui c'est un musée, et vous retrouvez encore les fresques, donc elles aussi dans les parties privées, imitant une tenture, et puis à la partie supérieure, là c'est plus la nature qui est montrée, et donc on a une sorte de petit musée de la vie quotidienne. D'autres palais vont pouvoir être découverts lors de cette promenade, et notamment le palais Rucellai. Et ce palais appartenait bien sûr à une famille plus riche, je dirais, que les d'Avanzati, les Rucellai, qui vont accueillir ici un cercle de lettrés, de philosophes. Et comme bien souvent dans cette époque humaniste, on aime réfléchir sur les textes anciens, en grec, en latin, et donc on philosophe beaucoup, et ça se déroule à l'intérieur de ces édifices. Ce palais est très vaste, mais regardez bien l'extrémité à droite. On a l'impression que c'est inachevé. Eh bien, vous allez comprendre pourquoi. Regardez la prochaine. Vous allez voir qu'en fait, ce n'est qu'un plaquage. Le palais Rucellai montre la puissance de cette famille, mais en même temps, ils ne sont pas si riches que ça parce que ce n'est pas le palais entier qui est recouvert de ces pierres sculptées, mais c'est juste la devanture qui a été plaquée sur la construction. Donc on voit à gauche, juste on a quoi, peut-être 1 mètre d'épaisseur, et sur la droite, on voit le côté inachevé. Alors ce n'est pas le cas de tous les palais, et notamment le prochain, vous allez voir, c'est le palais Strozzi, qui là était une famille très puissante, une grande rivale des Médicis, qui elle s'est fait construire cet énorme palais cubique. Et ce qui est amusant, c'est de voir les différents reliefs
du bossage. Le bossage, c'est le plaquage de pierres que vous avez de niveau en niveau. Il va s'alléger. On a au rez-de-chaussée des pierres relativement épaisses et grosses, et plus on va monter, plus ça va s'affiner. Alors on voit quand même un côté assez massif et austère, mais ça cache le trésor de l'intérieur, qui est la fameuse cour intérieure, le cortilet. Et vous voyez qu'à chaque fois, il va falloir franchir ces palais, quand on peut, hein, tous ne sont pas ouverts au public, mais pour rentrer et découvrir ces petits espaces ouverts intérieurement qui vont permettre de distribuer toutes les pièces dans la maison. Alors aujourd'hui, c'est un musée d'art moderne à l'intérieur. Alors reprenons notre périple, hein, et pour découvrir un autre palais, quelques pas plus loin, qui est le palais du Bargello. Alors aujourd'hui, c'est un musée de sculpture, mais c'est le plus ancien lieu de gouvernement de Florence. C'était l'ancienne mairie avant le palais de la Seigneurie. Donc on a encore ce côté forteresse énorme. Regardez les murs épais, peu d'ouverture, les machicoulis, les créneaux. Et à l'intérieur, eh bien pareil, on va se retrouver avec un cortilet très ouvert. Donc sur la suivante, on va retrouver la cour qui va être bordée d'une galerie couverte, là où nous sommes. Et puis tout autour, on a des décors de fresques ou des blasons qui ont été sculptés et qui sont en fait les blasons des podestats. Le podestat, c'était celui qui gérait la commune. Et donc c'était un magistrat important et qui était présent à l'intérieur. Alors, je me suis un petit peu décalé pour vous présenter cette autre vue. Alors, c'est dommage, elle est coupée, mais au milieu de la cour, vous avez un puits. Et donc, ce puits intérieur permettait de pouvoir avoir de l'eau, évidemment, mais aussi c'était le lieu de supplice, puisque une fois que la mairie sera déplacée au Palazzo Vecchio, eh bien, cet ancien palais du Podesta ne servira plus à la fonction de mairie, mais va être transformé en prison. Et donc les tortures, les supplices avaient lieu au pied de ce puits. Donc on a un grand escalier qui permettait de monter dans les différentes salles. Maintenant, allons un peu plus loin pour découvrir l'édifice des franciscains à Santa Croce. Donc l'église de la Sainte-Croix, c'est la plus grande église franciscaine au monde. Et donc c'était aussi un centre de formation pour les futurs moines ou ceux qui avaient besoin d'être formés de manière plus poussée. Donc cette église a aussi une façade de marbre et à l'intérieur, le contraste est toujours aussi saisissant. On a la richesse extérieure et intérieurement, c'est plutôt le dépouillement. D'autant plus qu'ici, vous remarquez la charpente qui va couvrir la nef. Donc ça montre la volonté de pauvreté des franciscains, tout comme les dominicains d'ailleurs, qui se mettaient dans les périphéries des villes pour pouvoir s'occuper de des populations les plus pauvres. Donc la charpente la nef est charpentée, donc c'est plutôt modeste comme couverture. Le plan basilical, une nef centrale, deux bas-côtés, et le fond est en forme de T. C'est-à-dire que vous n'avez pas un couloir annulaire qui serait de forme circulaire, mais au contraire, vous avez quelque chose de plat, ça a une forme de T, tout simplement. Mais justement, le chœur, lui, sur la prochaine, vous allez voir, il est recouvert de fresques et il est surtout voûté de pierre. Donc ça montre bien la volonté de modestie et d'humilité pour le commun des mortels qui prend place surtout à l'intérieur de la nef, mais au contraire pour Dieu, là où on célèbre la messe, donc dans ce chœur, dans cette abside, eh bien on va voûter de pierre et donc on va donner à Dieu une maison qui soit un peu plus luxueuse ou un peu plus confortable. Donc des fresques, vous en avez partout. Alors il faut s'arrêter devant chacune, je ne vais pas vous les faire, mais c'est très intéressant de voir que finalement la Renaissance va se développer au XVe siècle, mais déjà au XIVe siècle, il y avait des tentatives pour essayer de trouver une ampleur, une façon de raconter la vie des saints ou du Christ, tout simplement, par le biais de ces fresques et de ces mises en scène qui recouvrent l'édifice entièrement. Alors, Santa Croce est aussi une église particulière parce que c'est là que vont être enterrés les hommes illustres de la commune. Par exemple, Galilée sera enterré ici, Machiavel, Ghiberti, dont je vous ai parlé,
Plus tard, Rossini, le compositeur. Alors devant vous, vous avez ici la tombe de Michel-Ange. Alors vous allez me dire, mais Michel-Ange, il est mort à Rome. Oui, ce qu'il y a, c'est que son neveu, en 1464, 2 semaines après la mort de son oncle, donc de Michel-Ange, va partir à Rome, dérober le corps de Michel-Ange pour le ramener dans sa patrie d'origine. Par testament, Michel-Ange avait demandé à être enterré à Florence. Or, le pape à Rome souhaitait qu'il reste et qu'il soit enterré dans sa cité. Mais ces dernières volontés vont donc être respectées par son neveu et un monumental tombeau va lui être dédié. Et à la partie basse, vous avez 3 femmes éplorées dans la douleur qui représentent tout simplement la peinture, la sculpture et l'architecture qui pleurent bien sûr sur la disparition de ce grand homme. Juste à côté de cette grande église franciscaine, dans le couvent, enfin dans le monastère, vous avez la chapelle des Pazzi. Les Pazzi sont aussi une grande famille qui vont être un peu des concurrents des Médicis, et les Pazzi vont financer la construction de cette chapelle, donc d'un côté très classique à l'extérieur, mais regardez l'intérieur. Vous avez un édifice à plan central, extrêmement simple, mais dans un calcul mathématique de proportion qui est exceptionnel. Peu de décors, du blanc, du gris et quelques éléments de terre cuite. Alors sur la prochaine, on va voir aussi notamment cette simplicité, cette lumière étonnante qui va créer une lumière diffuse et de calme et de sérénité. La coupole, pareil, vous voyez ces nervures de pietra serena, c'est la pierre grise, peu d'éléments, mais on sent une maîtrise des proportions et des calculs. Repartons maintenant dans un autre quartier, c'est celui des Médicis, du côté de San Lorenzo. Donc l'église Saint-Laurent, c'était la paroisse des Médicis, où on voit l'église et au bout, cette énorme coupole qui est la chapelle des Princes, où une partie des Médicis seront enterrés. À l'intérieur de cette grande église paroissiale, vous avez un décor assez étonnant, puisque la nef a été réalisée par Brunelleschi, toujours ce grand architecte qui avait réussi à faire la coupole de la cathédrale. Regardez le côté classicisant de cette nef, avec ses grandes colonnes à chapiteaux corinthiens, les plafonds à caissons, et ça montre bien un nouveau départ dans l'architecture. Dans les bras du transept, à chaque extrémité, vous avez en fait 2 sacristies. La première, qui a été réalisée au début du XVe siècle, l'a été par Brunelleschi, en même temps que la nef, et vous voyez qu'il va utiliser les mêmes éléments que dans la chapelle des Pazzi, c'était déjà lui qui l'avait réalisé, et vous voyez, peu de décor, une pièce carrée, toute simple, voûtée d'une coupole, et vous voyez la simplicité, le dépouillement, et en même temps la majesté qui émane de ces lignes. Et bien, à l'opposé, 100 ans plus tard, Michel-Ange va aussi réaliser une autre sacristie, appelée nouvelle sacristie, qui reprend les mêmes proportions, mais vous voyez la dynamisation que Michel-Ange va faire. Il va utiliser en fait le marbre, et non plus seulement la pierre blanche, pour créer des décors avec des frontons, avec des sculptures, et en fait, on a du mal à séparer ce qui est architecture de ce qui est sculpture. C'est époustouflant, et Michel-Ange va donc réaliser ce lieu-là, et c'est là que Laurent le Magnifique et son frère Julien seront enterrés sous la pierre tombale que vous avez juste en face de vous, sous la Vierge à l'Enfant, entourée de 2 apôtres. Alors, dans cette église San Lorenzo, vous avez aussi des cloîtres, il y en a 3, et notamment celui-ci qui permet d'accéder à la bibliothèque qui se trouve au premier étage. Donc là, vous avez l'escalier qui permet de mener à cette bibliothèque. C'est l'escalier dessiné par Michel-Ange. Et à l'intérieur, voilà cette bibliothèque au premier étage et qui accueillait les ouvrages qui avaient été collectionnés par les Médicis. Ça commence par Comme l'Ancien, et puis ensuite tous les successeurs vont avoir à cœur de faire acheter par des émissaires des ouvrages latins, grecs et autres. Ils vont être placés dans les pupitres que vous avez à gauche et à droite, et si vous regardez bien, sur les montants des pupitres, vous avez des
des listes, en fait, avec les ouvrages qui sont conservés à l'intérieur. Donc, c'est à la fois le lieu où on peut s'asseoir pour consulter, et les ouvrages qu'on veut lire se trouvent dans chacun des pupitres. Voilà. Alors, pour éviter les vols, bien sûr qu'ils étaient enchaînés, chacun de ces ouvrages, puisqu'ils étaient vraiment précieux et sans prix. Or, cette bibliothèque, c'est l'une des premières bibliothèques publiques au monde, puisqu'elle sera ouverte à la fin du XVe siècle. C'est la bibliothèque laurentienne. Maintenant, repartons pour juste le palais avoisinant, le quartier de San Lorenzo, c'est le palais Médicis. Je ne vous en ai pas encore beaucoup parlé de cette grande famille qui vont habiter dans ce palais et qui vont bien sûr faire leurs affaires aussi au rez-de-chaussée, en particulier la banque, mais ils feront aussi différentes affaires dans le drap, dans la soie, etc. Et là encore, on voit un palais massif, cubique, et à l'intérieur, la même formule, le cortilé, qui permet d'avoir une aération et puis un côté plus élégant. La devise de Comme l'Ancien de Médicis, c'était de ne montrer que la moitié de ce qu'il possédait. Et c'est un peu la devise de ces bourgeois commerçants qui ne veulent pas faire trop d'envieux et donc qui, à l'extérieur, restent, je ne vais pas dire sobres, parce que les palais sont sublimes et magnifiques et grandioses, mais en même temps, ça reste modeste, c'est pas trop ostentatoire. L'intérieur, par contre, va l'être. Et au premier étage de ce palais, une petite surprise magnifique, c'est la chapelle privée des Médicis qui est entièrement décorée de fresques représentant l'adoration des mages. Et sur tout le pourtour des murs, on va avoir ce cortège des mages, incarné bien sûr par des portraits, puisque celui de gauche, par exemple, c'est Laurent le Magnifique, qui est assis sur son cheval blanc, et donc il participe lui-même au cortège. C'est tout petit, hein, ça fait 9 mètres carrés, mais on ne sait pas, encore une fois, où donner de l'œil, tellement les décors sont fascinants de leur fraîcheur et dans leur coloris d'origine. Juste à côté du palais Médicis, on va terminer par le couvent San Marco, donc le couvent Saint-Marc. Donc là, vous avez l'église, alors baroque, hein, plutôt 18e, mais ce n'est pas elle qui m'intéresse, c'est ce qu'il y a juste à côté dans le couvent. Donc là, vous avez le cloître de ce couvent qui permettait de pouvoir distribuer les différentes pièces pour les moines. Et c'est là que Fra Angelico, le grand peintre, va orner énormément de murs. Alors juste avant de monter dans les cellules des moines qui vont être décorées par Fra Angelico, eh bien, allons voir d'abord le petit réfectoire qui lui a été décoré de cette scène par Ghirlandaio. Donc un tout petit peu après, hein, nous sommes à la fin du XVe siècle, et vous avez une scène représentant le Christ avec ses apôtres, et vous voyez la simplicité de leurs attitudes. Ils sont tous présents, avec calme, avec sérénité, ils assistent à ce dernier repas. Jean est sur le cœur hein, de Jésus, et puis derrière, on va avoir un peu une fantaisie du décor de végétation. Mais en montant à l'étage, dans les cellules des moines, eh bien, vous avez dans le couloir, justement, différentes fresques peintes par Fra Angelico. Et face à l'entrée, sur la suivante, eh bien, vous allez voir l'Annonciation qu'on pouvait distinguer, qui montre bien la volonté de Fra Angelico, qui lui-même était moine, de présenter aux moines des éléments pour les aider dans leur prière. Et cette Annonciation, on a l'ange qui vient d'arriver auprès de la Vierge et qui, avec une grande douceur, va lui faire cette demande. Est-ce qu'elle accepte de porter le Fils de Dieu? Et donc, regardez la douceur des couleurs, la mise en scène. Et ce qui est amusant, c'est de voir que le décor qui accueille cette Annonciation eh bien, est en lien avec le décor réel de ces cellules. Et les cellules, regardez sur la suivante, vous allez voir, alors en fait, il y a deux cellules, hein, côte à côte, qui vont être tout autour du cloître au premier étage. Et en fait, l'objectif de Fra Angelico, c'était de créer une deuxième ouverture dans chacune des cellules, la première étant la fenêtre, et pour le moine, d'avoir une deuxième fenêtre colorée pour lui permettre de méditer. Donc d'un côté une annonciation,
de l'autre côté le Christ bafoué, et vous voyez combien la simplicité, la douceur et la fraîcheur de ces mises en scène devaient être un support supplémentaire pour aider le moine dans sa vie quotidienne. Donc on a vraiment une richesse à Florence de ces décors, de ces sculptures qui montrent combien la Renaissance a été un point de départ pour l'Italie, mais aussi va ensuite se répandre un peu partout en Europe. Mais le berceau, c'est Florence. Il y a eu une conjoncture à ce moment-là, à la fois des gens doués de talent, sculpteurs, peintres ou architectes, et à la fois des mécènes capables de leur fournir un travail et de pouvoir se développer de cette manière-là. Voilà, je vous remercie. Et puis, je repasse la parole à Vianney. Et si vous avez des questions, je serai contente de pouvoir y répondre. Merci beaucoup, Marie-Pascale. Vous m'avez donné bien envie de partir à Florence avec vous. Merci de nous avoir partagé tous ces joyaux, toutes ces splendeurs de la Renaissance. Maintenant, c'est en effet le temps des questions. N'hésitez pas à poser des questions via le petit module qui s'appelle Q&R, qui se situe au bas de votre écran. Marie-Pascale sera heureuse de pouvoir vous répondre. On va essayer de prendre une dizaine, quinzaine de minutes. Voilà, n'hésitez pas à poser vos premières questions que je vais aller chercher tout de suite. Alors, nous avons une première question. Alors déjà, un premier mot de remerciement qui dit « Formidable conférence, merci ». Un spectateur nous demande « Pourquoi le chiffre 8 est-il signe de résurrection ?» C'est le 8e jour, c'est symbolique en fait, et donc ça montre en fait la vie nouvelle. La création s'est faite en 6 jours, le 7e jour, Dieu se repose, et le 8e, c'est la résurrection. C'est symbolique, voilà, tout simplement. Nous avons une question de Eric un peu pratique. Quelle est la saison à privilégier pour éviter les affluences ? En ce moment, pour cause de confinement, mais non, je ne sais pas. L'été, sachez que vous avez surtout les touristes, puisque tous les Florentins vont quitter la ville parce qu'il fait assez chaud. Ça serait donc les demi-saisons, je dirais, l'automne et le printemps. Il pleut aussi parfois. Je pense que toutes les saisons en fait, sont intéressantes parce qu'en fait, on ne voit pas la même chose. La lumière n'est pas la même. Mais peut-être privilégier le printemps et l'automne. Nous avons une question de Jean-Pierre qui demande « Florence risque-t-elle des risques d'effondrement » D'effondrement économique ou de restauration ou je ne sais pas trop dans quel sens. Je pense qu'a priori, c'est de restauration. De restauration. Alors, non, parce qu'en fait, l'Italie fait quand même très attention à son patrimoine, restaure. Donc, effectivement, le risque, ça va être l'afflux de touristes. Alors, honnêtement, peut-être que cette période de confinement et l'après vont permettre de prendre conscience qu'il faut quand même limiter les flots touristiques. Mais non, je ne pense pas qu'il y ait ce problème d'effondrement. Et peut-être que c'est lié au tremblement de terre que la question est posée. Pour l'instant, ça fait que 500 ou 600 ans que ça tient. Donc, on peut imaginer que ça va continuer. Nous avons une question de Jo qui demande « Pourquoi la couronne de marbre de la base du Duomo n'est pas achevée ?» Alors, la couronne de marbre ou le tambour. Peut-être qu'on parle plus du tambour, notamment. Donc, c'est la base de la coupole. Ça n'a pas été achevé, faute de moyens. Brunelleschi, en fait, va arrêter les travaux et ça ne sera pas repris. En plus, c'était très haut. Ça nécessitait, en fait, des échafaudages très particuliers. Et effectivement, c'est inachevé. D'ailleurs, le plaquage de marbre de l'ensemble du Duomo ne sera terminé qu'au XIXe siècle. Donc, ça mettra beaucoup de temps quand même. Un message de Isabelle. Merci pour cette passionnante évasion culturelle. Alors, nous avons une question de Noël. Y a-t-il des palais encore habités par les grandes familles ? Oui, il y en a certains. Alors, pas aussi gros que le palais Strozzi ou le palais Médicis, qui sont des musées, mais il y en a encore certains de la taille du palais d'Avanzati, oui, qui sont encore utilisés par des familles privées, bien sûr. Nous avons une question d'une autre Isabelle. D'où viennent les marbres des 3 couleurs ? Alors, le marbre blanc, c'est le marbre de Carrare. Le marbre vert, parce qu'en fait, on croit que c'est noir. En fait, c'est vert et ça a été altéré avec le temps. Ça vient de Prato. Et puis, il y a un marbre rouge-rose. Il vient de la Marraine. Donc, d'Italie. Nous avons une question de Virginie. Merci pour cette merveilleuse découverte de Florence. Jusqu'à quand les Médicis domineront-ils Florence ? Quel poids
avait Florence face à Sienne et Pise? Alors, les Médicis, au début, vont au XVe siècle, par le biais de Côme l'Ancien de Médicis, vont dominer Florence, mais un peu en sous-main, c'est-à-dire qu'ils seront aussi prieurs, et donc, mais c'est surtout par leur réseau d'influence qu'ils mènent. Ensuite, au XVIe siècle, ils sont élevés au rang de grand-duc de Toscane, et là, ça va durer encore pendant un siècle et demi, et c'est au XVIIIe siècle que la dernière grande duchesse de Toscane, Anne-Marie de Lorraine, eh bien, va laisser la main aux successeurs. Et on ne parlera plus des Médicis à partir du milieu du XVIIIe siècle. Nous avons une question de Claude qui demande: pouvez-vous redire pourquoi le corps de Michel-Ange a été rapatrié à Florence? Donc en 1464, Michel-Ange décède à Rome et le pape décide tout de suite de l'honorer en mettant des moyens pour créer son tombeau à Rome. Ce qu'il y a, c'est que Michel-Ange avait souhaité par testament être enterré à Florence. Et donc, c'est son neveu qui va aller chercher le corps de Michel-Ange, à l'insu du pape, qui ne le voulait pas. Et donc, discrètement, il le met dans un sac. Il y a toute une histoire. Il est ramené donc à Florence. Il va être honoré de funérailles, je ne vais pas dire nationales, mais en tout cas de funérailles de toute la ville à San Lorenzo. Mais il sera enterré réellement à Santa Croce. Il y a François qui demande: est-il possible de rencontrer des grandes familles à Florence dans leur palais? J'ignore, sûrement, mais je ne peux pas vous dire. Très bien. Vous avez encore 5 minutes pour poser des questions, n'hésitez pas. Nous allons prendre encore, je pense, quelques questions. Alors moi, j'ai une question peut-être personnelle, Marie-Pascale, mais est-ce qu'il y a une œuvre particulière, je pense à un tableau, qui vous touche spécialement quand vous allez à Florence, puisque vous êtes allé plus d'une quinzaine de fois? Est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots dessus? Alors, tout à fait. En fait, moi, je suis estomaqué à chaque fois par les fresques. Alors, j'ai peut-être essayé de vous le faire sentir. Et donc, ces fresques, en fait, ont gardé leur fraîcheur d'origine. Vous savez que la fresque, c'est peint directement sur le mur quand l'enduit est encore mouillé. Et donc, tout va sécher en même temps. Et c'est pour ça que ça va être extrêmement solide par rapport à une peinture murale où l'enduit est sec et vous rajoutez la peinture par-dessus. Donc, quand vous avez de l'humidité, par exemple, eh bien, la couche picturale va se décrocher. Donc, c'est fragile, la couche picturale. Mais en même temps, la fresque, elle ne se décroche pas puisqu'elle sèche dans la matière même. C'est beaucoup plus dur à faire, mais ça se conserve très bien. Et donc, vous avez juste à dépoussiérer et vous retrouvez les couleurs d'origine. Et moi, ce qui m'époustoufle à chaque fois que j'y vais, c'est de voir justement, par exemple, à Sainte-Marie-Nouvelle, vous avez dans le chœur la vie de la Vierge qui est représentée par Ghirlandaio, et c'est une beauté. En plus, les peintres ont eu à cœur de représenter ces scènes bibliques dans l'environnement italien, dans leur ville de Florence. Donc on retrouve différents monuments, on retrouve différents personnages qui ont vraiment vécu à cette époque-là, puisqu'on a des portraits, et puis les costumes, c'est les costumes de ceux de la Renaissance, et qui côtoient la Vierge qui grandit, les différentes étapes de sa vie. Donc les fresques particulièrement. Nous avons une question de Patrice. Pouvez-vous dire 2 mots du rôle de Savonarola? Savonarola. Alors Savonarola, c'est un moine dominicain qui va justement prendre le pouvoir à la fin du XVe siècle, donc au moment de la première génération des Médicis qui reste relativement modeste, et avant qu'ils deviennent, pour la génération suivante, les grands-ducs de Toscane. Et Savonarola est un dominicain prêcheur qui va justement lutter contre la luxure, contre la richesse qui s'est déployée à Florence et qui va prêcher pour éviter ces excès. Il va même organiser un bûcher des vanités où tous les tableaux, les objets d'art, même les bijoux des différents bourgeois vont être brûlés en place publique sur la place de la Seigneurie. Et la ville va avoir une austérité très très forte. On n'aura plus le droit d'être en décolleté, plus de bijoux, il va falloir simplifier ses modes de vie. Et forcément, ça va durer qu'un temps. Ça va durer seulement 4 ans, puisque en 1498, les Florentins en ont assez justement de cette austérité, et c'est Savonarola lui-même qui va être brûlé sur la place de la Seigneurie, et les Médicis reviendront par la suite au pouvoir. Nous avons une question de Martin qui a 12 ans. Que deviennent les pièces dans le Gros Sanglier? Et merci pour la visite passionnante. Alors, les pièces dans le sanglier, eh bien, je pense que ça revient à la commune
qui doit peut-être s'en servir pour faire des travaux de restauration ou peut-être de nettoyage. Mais c'est la commune qui récolte les petites pièces. Une question de Marco, y a-t-il encore un risque d'inondation par l'Arno, comme cela s'est produit dans le passé? Donc effectivement, vous vous souvenez peut-être de la grande inondation de 1966 qui avait complètement inondé le centre historique de l'Arno jusqu'à la cathédrale. Donc vous voyez, ça a vraiment recouvert l'ensemble. Le risque aujourd'hui est peut-être un peu plus maîtrisé parce qu'en amont, on a créé des réservoirs et de quoi limiter l'ampleur. Mais j'avoue que je ne peux pas être catégorique. Oui, je pense que l'Arno peut redéborder et recréer, mais il faudra vraiment une situation avec différents facteurs qui se seront mêlés les uns aux autres pour recréer des conditions aussi apocalyptiques. Nous allons prendre encore une ou deux questions. Nous avons beaucoup de questions qui sont arrivées, notamment pour des demandes de conseils pour se loger à Florence, pour y séjourner quelques jours. Je pourrais vous parler des voyages qui sont organisés, en tout cas juste après. Noël demande, pouvez-vous nous rappeler la filiation de Marie de Médicis, aimablement dite la grosse banquière? Donc effectivement, vous savez que les Médicis vont donner deux reines à la France, Catherine de Médicis et Marie. Donc Marie, c'est la femme d'Henri IV. Et donc Marie de Médicis, c'est une des petites filles de Laurent le Magnifique. Et donc ça montre bien que cette première génération Médicis du XVe siècle, donc surtout une génération de commerçants, eh bien, accède à un nouveau statut, et ces grands-ducs de Toscane vont pouvoir faire épouser leurs descendants aux grands souverains autour. Voilà. Donc c'est une petite fille de Laurent le Magnifique. On prend encore deux questions. Nous avons Caroline qui demande, les fresques de San Marco sont-elles des copies ou des originales? Il n'y a pas de copie de fresque, c'est pas possible, puisqu'en fait, c'est peint directement sur le mur. Donc, si vous voulez faire une copie, en fait, il faut détacher le mur. Donc, non, ce sont des originaux. Et c'est ça qui est étonnant, c'est qu'on a l'impression qu'elles ont été faites, ces fresques, l'année qui précède votre visite, tellement ça paraît d'un naturel et d'une conservation exceptionnelle. C'est des originaux. Alors, nous allons prendre la dernière question. Il y a eu plusieurs questions sur le baptistère, notamment aussi des personnes qui voulaient revoir l'intérieur de la coupole. Je vous invite à nous envoyer un email pour qu'on puisse vous envoyer le replay pour que vous puissiez le voir. Une dernière question de Florence. Le baptistère Saint-Jean était-il utilisé pour les baptêmes dans l'eau? Alors, Florence, c'est assez amusant. Bonjour Florence. Oui, le baptême dans l'eau. Alors, les baptêmes, vous savez qu'ils sont par immersion à peu près jusqu'au XIIIe siècle. Et puis ensuite, on passe par ce qu'on appelle infusion. Donc, vous aviez en fait une petite cuve sur la gauche que je ne vous ai pas montrée, mais qui existe encore dans le baptistère lui-même. Et donc, c'était une cuve certainement par infusion, mais ce n'était pas une grande piscine, un grand bassin, comme on peut imaginer dans les temps un peu plus anciens. Une cuve baptismale comme à Pise. Très bien, Marie-Pascale, si vous voulez nous dire au revoir, si je puis me permettre. Merci beaucoup à tous, en tout cas. J'espère que vous n'aurez qu'une envie, c'est d'aller à Florence, peut-être avec nous, mais c'est une ville qui est absolument magnifique et je vous remercie beaucoup d'avoir eu la patience de m'écouter jusqu'au bout. À bientôt. Merci beaucoup, Marie-Pascale. Merci pour cette promenade vraiment passionnante à Florence. En effet, maintenant, je vais vous parler en quelques instants des prochains voyages réels que Marie-Pascale Jacot va accompagner et des prochains voyages virtuels que nous allons organiser pour le mois qui vient. Je vous partage mon écran. Vous allez voir du coup la suite, si je puis dire. Marie-Pascale Jacot va donc accompagner un voyage en Toscane du 12 au 18 octobre. Vous pouvez donc bien sûr vous inscrire dès maintenant sur notre site internet si vous souhaitez participer à ce voyage avec elle. Marie-Pascale accompagnera également un voyage au Cambodge sur les beautés du royaume Khmer, pour découvrir les beautés du royaume Khmer du 11 au 22 novembre. En ce qui concerne nos prochains voyages virtuels, ceux que vous voyez à l'écran ne sont pas exhaustifs. Il en reste quelques-uns que nous allons programmer dans les semaines à venir. On vous invite à regarder bien sûr régulièrement notre site internet dans la rubrique Voyages virtuels. Dès demain, vous pouvez partir en Israël avec le père Marie-Angèle Carré, où ruissellent le lait et le miel.
le père François de Sales, que certains d'entre vous connaissent déjà pour l'avoir suivi il y a 2 semaines, près d'Emmaüs, puisqu'il habite à Emmaüs Nicopolis, en Terre Sainte, vous emmènera pour un itinéraire de Marie. Et ce sera donc en direct de Terre Sainte. Vendredi 8 mai, Rénal Sécher, également que certains d'entre vous connaissent, vous emmènera pour un itinéraire en Vendée sur le thème des chouans. Mercredi 13 mai, mercredi prochain, François Mollier, également que certains d'entre vous connaissent, vous emmènera en Chine pour un itinéraire autour des sagesses et religions. Jeudi 14 mai, nous vous proposons de partir à Madagascar pour un 3e épisode avec Alexandre Poussin pour des rencontres hors du commun au service du bien commun. Il a passé 4 ans avec sa famille à sillonner Madagascar à pied, en charrette avec des zébus. Et ils ont notamment profité de cette période extraordinaire pour lever des fonds pour des projets humanitaires comme la restauration d'hôpitaux, d'écoles, le financement de préservation de forêts primaires et de magnifiques projets. Jeudi 28 mai, nous vous convions à un itinéraire en France, notamment à Paris particulièrement, autour de l'héroïsme des chrétiens sous la Révolution française, avec, il manque le nom, le guide Julien Savadou, qui est guide conférencier. Voilà, nous allons rajouter encore quelques voyages virtuels dans les prochains jours. N'hésitez pas à regarder notre site internet. À nouveau, je vous dis un grand merci pour le fait de nous avoir suivis ce matin pour cet itinéraire dans Florence. Un grand merci pour votre participation régulière. Beaucoup d'entre vous s'inscrivent de manière vraiment régulière. On voit les noms tomber, si je puis dire, régulièrement dans les inscriptions. C'est très agréable de voir que vous avez été pris, si je puis dire, vraiment par ces voyages virtuels et de voir que ça constitue pour vous un divertissement non négligeable durant cette période de confinement. Donc, je vous remercie au nom de toute l'équipe Ictus Voyage pour votre participation bien fidèle. Je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre participation. Au revoir.